Depuis que je suis agriculteur, j'ai toujours fait une prévision de répartition de culture, mais avant je le faisais sur papier. J'ai ce logiciel depuis les années 2000, et maintenant donc, je rentre mes cultures parcelle par parcelle. Ça me fait, j'ai une vision globale de ce qui se passe. Voilà par exemple mon assolement, ma répartition de mes cultures en couleur. Et ce logiciel me fait une déclaration PAC, parce que la PAC, pour que j'ai mes primes, il faut qu'elle sache quelle culture j'ai mis en place. Et donc moi je dois faire une déclaration de mes cultures, que j'envoie par informatique, par Internet, ou à la Chambre d'agriculture ou par Internet, l'un ou l'autre. Et à ce moment-là, c'est l'État français qui collecte ces données et qui les transmet à Bruxelles. Et Bruxelles débloque les fonds à l'État français qui me les transmet à moi. Et je touche mes aides PAC le 1er décembre de chaque année. La PAC a modifié, oui, ma façon de travailler, puisque depuis que la politique agricole commune est dans son évolution, je me suis aperçu que sur mon exploitation qui n'avait pas des volumes importants de productivité, je me suis diversifié, donc j'ai plutôt des oléoprotéagineux, j'ai une rotation beaucoup plus complète qui m'a permis dans le temps à me rapprocher de l'agriculture biologique. Et aujourd'hui, effectivement, je suis passé tout en bio depuis 2000. Je suis installé, j'ai converti mon exploitation en 97. Alors depuis 1987, c'est vrai que l'exploitation a évolué. Et elle a évolué dans le sens, si je regarde un peu le temps passé, on a eu un grand pas important, c'est quand on a rationalisé la mécanisation sur l'exploitation avec des voisins, on s'est associé au sein de l'ECUMA, on a investi ensemble, et le levier, l'effet déclencheur, ça a été quand même les aides à l'achat du matériel. Et une partie des aides et le levier, c'est l'Europe, puisque l'Europe donnait 20% d'aide sur l'achat du matériel, et ça a servi de levier aux collectivités territoriales de notre département, qui, si l'Europe mettait 20, elle mettait 20 également. Donc avec 40% de subventions, on a pu franchir le pas d'acheter du gros matériel. Et après, les autres, c'est en termes d'évolution. C'est vrai que l'introduction de la jachère qui a été mal vécue, c'était quand même quelque chose de douloureux en 1992, quand il a fallu abandonner une partie des terres et ne plus les cultiver. Et ça, c'est quand même une évolution marquante dans le fonctionnement de l'exploitation. Avant, on nous demandait de produire, et on ne faisait que produire, on ne s'occupait pas d'environnement. Aujourd'hui, il faut produire en respectant l'environnement. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention aux déchets, aux pesticides, aux lisiers, etc. Donc tous ces éléments-là, il faut les rentrer en ligne de compte. Nous avons, ce qu'on appelle la conditionnalité, nous avons les aides PAC, à condition que nous donnions la preuve que dans nos pratiques, nous respectons l'environnement. Et en particulier, on ne peut pas traiter n'importe quand, n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Il faut qu'on ait un lieu de stockage des produits très précis, une utilisation des produits très précis, enregistré, de façon à ce que ce soit transparent et que tout le monde sache ce que fait un agriculteur, à quel moment il le fait. L'agriculture a toujours eu une mission vis-à-vis de la société, elle a toujours répondu à la demande. La première phase de la PAC, c'était produire plus, ok ? Donc plus de volume. La deuxième phase, c'était de la qualité. Par exemple, il fallait mettre de la protéine dans le blé pour faire du pain de bonne qualité. Aujourd'hui, c'est plus de nitrate dans l'eau. Mais pour faire de la protéine, il faut du nitrate. Donc il faut qu'on s'arrange, nous agriculteurs, pour mettre de l'engrais, pour avoir un blé de qualité, sans avoir d'excès d'engrais pour pas qu'il aille dans l'eau. L'agriculture a toujours relevé des défis. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, ça peut être vécu comme une contrainte. Moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est un défi à relever. Et ce défi, si on le prend de façon positive, on est étonné par les progrès que l'on fait. Moi, je peux vous dire une chose, mon exploitation n'est pas idéale, mais je peux vous dire quand même qu'elle est mieux qu'il y a 2 ans, au niveau environnemental, et que dans 2 ans, elle sera mieux qu'aujourd'hui. Sur quoi elle sera mieux? Alors sur quoi elle a été mieux, je peux vous le dire. Sur quoi elle sera mieux, je ne sais pas. Mais on est toujours en train de s'adapter, de trouver la petite chose qui fait qu'on s'améliore. Alors la PAC, elle nous demande d'avoir des mesures environnementales. Et pour donner un exemple, là, dans ce fossé, il y a de l'eau qui coule, en particulier pendant l'hiver. Eh bien, elle nous demande de mettre une bande, ce qu'on appelle une bande enherbée, donc une bande avec de l'herbe, qui sert de filtre, qui protège l'eau sur les débordements d'engrais. Donc l'engrais ne va pas dans l'eau. Et l'engrais est absorbé par l'herbe.
Voilà. Et donc, on peut traiter nos cultures, on peut mettre de l'engrais sur nos cultures sans que l'engrais aille dans l'eau. Et donc, l'eau est protégée. Le gros problème, c'est qu'on a voulu produire beaucoup et que pour cela, on a utilisé beaucoup d'engrais, beaucoup de traitements, on a transformé certains paysages. Et aujourd'hui, le bilan pour l'environnement est un bilan qui n'est pas bon parce qu'il faudra reconquérir la qualité de beaucoup de milieux agricoles pour retrouver une diversité, retrouver une vie, une véritable biodiversité. On arrive encore à faire des rendements tout à fait corrects, mais réguliers dans le temps. On ne peut pas avoir une PAC qui pollue d'un côté et une PAC qui dépollue de l'autre côté. Je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a des efforts de fait, même s'il y a le Grenelle de l'environnement qui s'est mis en place au niveau national, je crois qu'il faut véritablement une politique agricole qui se donne les moyens. Concrètement, sur mon exploitation, donc je n'utilise plus du tout ni d'engrais chimiques, ni de produits chimiques. Pour préserver l'environnement, il faut que les aides que la politique agricole commune apporte aux agriculteurs, que ces aides soient conditionnées, qu'elles soient le résultat d'un contrat entre l'agriculture et la collectivité apportant de l'argent, l'agriculture s'engageant à produire de l'alimentation et en même temps à respecter le sol, l'eau, l'air, la biodiversité, à respecter le patrimoine naturel qui est un patrimoine commun. Donc il faut que la communauté européenne s'engage à aider l'agriculture sur la durée, mais il faut que les agriculteurs s'engagent à préserver l'environnement sur la durée également. L'agriculture intensive, c'est quoi? C'est mettre beaucoup d'engrais, beaucoup de désherbants pour obtenir toujours plus de rendement. D'abord, aujourd'hui, les agriculteurs font beaucoup plus attention à l'équilibre, d'une part, et d'autre part, ce sont des dépenses qui coûtent cher, et donc et puis l'environnement est rentré dans l'esprit des gens. Donc, moi, je fais très attention à l'utilisation de mes désherbants. Par exemple, je fais des faux semis, donc je travaille la terre pour faire naître les mauvaises herbes, les tuer, comme ça j'ai moins à désherber. Et des fois, je ne désherbe pas. Mais la PAC ne joue pas là-dedans. Je ne crois pas dans ce phénomène. La PAC est un phénomène, on l'a dit, stabilisateur, mais elle ne joue pas dans la façon de produire. Vous pouvez décider de manger bio, et puis après vous pouvez changer d'avis, et personne ne va vous couper la tête. Donc on a une société à ce niveau-là de liberté, c'est plus difficile à gérer que les sociétés autoritaires. Il y a dans l'agriculture de la production de matières premières pour l'industrie agroalimentaire. Et puis il y a de la production de produits, en gros la tomate que vous achetez, le poulet de Bresse, le Côte-du-Rhône, le produit où vous avez en gros l'enrichissement de la valeur, si on peut dire les choses comme ça, a été fait par la marque et par le territoire. Et puis vous avez les choses qui arrivent en boîte et qui sont effectivement, l'enrichissement a été fait dans le secteur agroalimentaire. Et nous allons tous continuer à la fois à manger des tomates fraîches et à aller acheter effectivement des aliments surgelés ou des aliments tout préparés. Ça va évoluer, mais en gros, on ne va pas revenir tous à la tomate de proximité, ni tous passer à la culture en boîte. Oui, il y a eu des mesures, effectivement, des mesures de développement de l'agriculture biologique, des mesures aujourd'hui dans la PAC à mi-parcours, là. Il y a une ligne budgétaire qui est l'aide au maintien qui n'existait pas avant. On a du carbone noir, c'est celui qu'on a dans le pétrole et dans le gaz. Celui-là, il est mauvais. C'est le passé géologique de la Terre qui nous l'a donné, il y a 200 millions d'années. Quand on le brûle, il réémet du gaz à effet de serre dans l'atmosphère et il réchauffe le climat. Bon, et puis de l'autre côté, on a du carbone vert. C'est cette pompe à carbone parce que pendant ce temps, comme il y a 200 millions d'années d'ailleurs, la planète, elle a des arbres, des plantes, des océans d'ailleurs, avec les coraux, avec les planctons, qui tous les jours absorbent du gaz carbonique de l'atmosphère, rejettent de l'oxygène. Et ce gaz carbonique, il est composé de carbone évidemment, et c'est ce qu'on appelle le carbone vert. En dehors des océans, où il est difficile à capter, les deux principales pompes à carbone vert de la planète, c'est les terres agricoles et c'est les forêts. Mais je peux aussi faire avec des biocarburants, de la chimie du végétal, c'est-à-dire remplacer le pétrole dans la chimie. Je peux faire des nouveaux matériaux pour construire, pour fabriquer n'importe quel objet. Pratiquement, je peux faire à peu près tous les matériaux que je veux, avec un autre avantage en plus, c'est que ces matériaux, ils sont pas chers à fabriquer en énergie.
Cette idée du carbone vert aujourd'hui ne figure pas dans la PAC. Elle n'a pas été intégrée. Je pense qu'elle peut être intégrée.